Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance sur l'évolution du climat et de l'océan. Donc, nous allons reprendre en fait la suite du cours de la semaine dernière sur les accélérations du retrait des calottes continentales pendant la déglaciation. Donc, la semaine dernière, en fait, je vous ai abondamment parlé en fait d'un événement qui a eu lieu pendant cette déglaciation, donc il y a entre 21 000 et pratiquement 10 000 ans avant la période actuelle, 10 000 ans avant maintenant. Qui s'appelle, qu'on a baptisé, qu'on a découvert, comme je vous l'ai montré à la fin des années 80, à la Barbade. On l'a appelé Meltwater Pulse 1A. C'est une accélération en fait, du niveau marin de plus d'une quinzaine de mètres en l'espace de quelques siècles, avec un taux de remontée du niveau de la mer exprimé en millimètres par an, qui était de l'ordre d'une quarantaine de millimètres par an. Donc, j'ai fait un panorama un petit peu complet et en même temps pour vous signaler toutes les incertitudes en fait, de ces reconstitutions. En même temps, comme le signal est très élevé, je dirais que le rapport signal sur bruit que l'on peut obtenir pour ces climats du passé est pratiquement du même ordre de grandeur que ce que l'on peut faire aujourd'hui sur des changements en cours, mais qui sont beaucoup plus petits au point de vue du niveau de la mer. Mais j'ai fait le parallèle avec la situation actuelle, en particulier pour ce qui concerne le niveau marin, où je vous ai rappelé que l'évolution du niveau de la mer depuis un siècle, avec une vingtaine de centimètres, un peu plus maintenant, avec des taux d'augmentation cartographiés à l'échelle de la planète, avec un taux actuel qui est de l'ordre de 3 à 4 mm par an, donc un ordre de grandeur plus faible que ce qu'on a vu justement pendant cet événement du Meltwater Pulse 1A il y a 14 500 ans, à Tahiti, la Barbade et d'autres sites encore. Et je vous ai indiqué que, justement, un des risques dans le futur, c'est qu'on diverge par rapport à une situation, je dirais, calme, même si elle peut évoluer vers des changements du niveau de la mer en fin de siècle, en l'année 2100, de l'ordre de entre 50 cm et 1 mètre si les choses se passent, je dirais, de façon régulière. Et il y a, somme toute, encore des risques, en fait, d'avoir c'est ce qui est rappelé justement dans le dernier rapport du GIEC, des risques de déstabilisation de certaines parties des calottes de glace, avec une évolution qui pourrait aller, c'est ce qui est indiqué encore une fois sur cette courbe résumée des évolutions, des projections en fait pour le niveau de la mer jusqu'en fin de siècle, avec une projection qui va à pratiquement 2 mètres et qui est liée justement à des déstabilisations, instabilités des calottes de glace. Donc, comme nous allons, et une façon de les étudier, en fait, pratiquement la seule façon d'étudier en vraie grandeur et de les documenter, c'est de regarder ces climats du passé avec des calottes de glace qui étaient très importantes et qui ont disparu pour des raisons que l'on arrive à comprendre. C'est à chaque fois lié à des problèmes d'effet de serre et d'insolation et de cycle du carbone et d'influence de l'océan, avec, dans ce cas-là, des fluctuations qui sont naturelles. Mais encore une fois, c'est la même Terre et le même climat qui nous intéressent, avec donc les mêmes ingrédients au point de vue de la physique, de la chimie, et donc on va pouvoir étudier de façon assez fine, c'est ce qu'on essaye de faire, ces événements du passé, pour tester finalement les modèles qui sont aussi utilisés pour ces projections. Alors, pour la dernière déglaciation et pour cet événement du Meltwater Pulse 1A, je vous ai dit qu'en fait, une des méthodes les plus élégantes, puisqu'on en était resté justement avec l'estimation d'une quinzaine de mètres en l'espace de quelques siècles, au milieu de la déglaciation, et que cette accélération provenait en fait de plusieurs. Je vous ai dit que on pouvait envisager tous les cas, mais on a vu que très probablement il s'agit d'un flux d'eau de fonte qui, en provenance en fait de plusieurs calottes de glace. Les calottes de glace présentes à l'époque allaient au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui avec le Groenland et l'Antarctique. Il y avait une montagne de glace, la calotte Laurentiide, 4 km de glace sur le Canada. Donc on a vu cela en particulier la semaine dernière. La calotte nord-européenne, phénoscandienne, nous y reviendrons encore aujourd'hui, l'Antarctique. Et ce que l'on a vu, je vous ai montré en fait qu'une des façons de essayer d'attribuer les sources en fait qui ont causé cet événement du MWP1A, c'était une méthode assez élégante en fait qui tenait compte des
de l'attraction gravitationnelle des différentes calottes de glace et leur l'évolution en fait de cette attraction gravitationnelle pendant la déglaciation en liaison avec les pertes de masse des différentes calottes, et on arrivait plus ou moins à estimer les différentes contributions. Alors, je vais aussi indiquer le fait qu'il y avait encore une grande imprécision, on manque de données, les calculs sont quelquefois aussi dépendants, comme je vous l'ai montré, des indicateurs du niveau marin, notamment les coraux, mais encore une fois, une méthode très élégante qui tient compte uniquement des différents sites avec un calcul qui permet de prendre en compte les 3 calottes principales qui nous concernent: la Laurentide, la calotte scandinave et l'Antarctique. Et je vous ai indiqué aussi qu'une autre façon de faire, c'était d'aller à proximité de ces différentes calottes de glace et d'essayer de retrouver des traces. Alors là, on n'est plus dans une quantification aussi fine des masses, mais il est indéniable qu'on peut regarder finement, avec une résolution suffisante, les flux d'eau en particulier. On a vu ça pour c'était la fin du cours de la semaine dernière, avec la calotte Laurentide. Je vous ai en particulier fait tout un cours sur ce qui s'est passé avec le flux d'eau douce qui provenait de la fonte de cette calotte Laurentide via le bassin versant du Mississippi pour déboucher dans le golfe du Mexique. Donc on arrive à quantifier avec ces techniques les flux d'eau douce qui résultaient justement de ce retrait de la calotte Laurentide. Donc on va continuer. On va se tourner vers les 2 autres calottes de glace de l'époque qui ont contribué, on le sait, avec cet exercice qui tient compte de l'évolution de l'attraction gravitationnelle des différentes calottes de glace. On a vu qu'il y avait probablement une contribution des 3 grandes masses de glace de l'époque. Et on va maintenant d'abord se tourner vers le sud, vers l'Antarctique, pour essayer de contraindre un peu mieux, justement, à la fois la chronologie et les flux de glace, en provenance du retrait, de la diminution de masse de cette calotte de glace. Alors en Antarctique, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas le Mississippi, et la perte de masse ne se fait pas de la même façon. En particulier, il n'y a pas de fonte. La perte de masse se fait essentiellement par production d'icebergs, vêlage d'icebergs au niveau de l'interface entre la calotte de glace et l'océan. Alors ici, ce qui vous est indiqué sur ce diagramme, c'est juste une représentation imagée du vêlage d'iceberg. Ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, la carte qui est représentée ici à gauche représente en fait la trajectoire. Les petites lignes bleues là, qui sont difficiles à distinguer, représentent la trajectographie en fait des différents icebergs sur 10 ans. Et en particulier, ce qu'il faut voir, donc, c'est que même s'il n'y a pas de fleuve, on voit qu'il y a une dynamique en fait de ces flux d'iceberg qui vont forcément un jour fondre et donc donner de l'eau douce dans l'océan austral, tout autour de l'Antarctique. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, cette trajectographie, elle est bien connue, et en particulier, les icebergs, en fait, sont transportés après leur production, leur formation et leur débouché sur l'océan austral par un courant côtier, le courant Antarctic Coastal Current, qui fait le tour, en fait, de l'Antarctique pour déboucher dans de ce que certains appellent l'allée des icebergs, qui est représenté ici, avec un débouché d'un grand flux d'iceberg qui va ensuite rejoindre le courant circumpolaire antarctique, ou ACC en anglais. Donc il faut voir ça un petit peu comme un fleuve d'iceberg vers l'océan, c'est un peu l'équivalent du Mississippi, si on veut, avec en particulier une concentration en fait de ces icebergs au niveau de cette péninsule. On voit qu'elles ne peuvent pas passer, donc tous ces icebergs vont être obligés de se jeter, on va dire, dans l'ACC, dans ce courant circumpolaire antarctique, qui va d'est en ouest. Et en particulier, il faut signaler que cette partie de l'Antarctique de l'ouest, au niveau de la péninsule et au niveau de toute cette partie de l'Antarctique, c'est une zone en fait qui est assez fragile, une zone qui est relativement instable. Et donc, c'est quelque chose qui va être important à la fois dans le passé et dans le futur. Alors, une des façons de faire, lorsqu'on regarde les sédiments, il y a finalement assez peu de choses lorsqu'on se tourne vers les sédiments
péri-antarctique au niveau de la zone australe, mais il va y avoir en particulier, que l'on va retrouver dans les sédiments, des petits graviers ou du sable, enfin des différentes granulométries de minéraux en fait, qui ont été érodés par la calotte pendant le transport sur le continent antarctique, et ces icebergs vont être chargés à leur base de ces petits minéraux détritiques qui vont ensuite couler après fonte et après production d'eau douce. On va pouvoir retrouver en fait ce sédiment détritique glaciaire tout à fait caractéristique sous la forme de petits grains que l'on va pouvoir compter ou mesurer avec des techniques variées. En géologie. Et alors c'est ce qu'on appelle, vous allez voir sur de nombreux diagrammes, le terme d'IRD pour Ice Rafted Debris. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire des débris rocheux qui sont transportés par la glace. Et c'est ce que l'on va pouvoir documenter dans ces sédiments qui sont très pauvres en d'autres éléments figurés. Je vous ai parlé de l'Antarctique de l'Ouest et je voulais refaire une note en fait à ce sujet parce que ça a vraiment son importance dans le débat à la fois actuel et futur sur les évolutions des masses de glace et du niveau marin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, l'Antarctique, enfin la calotte de l'Antarctique, elle est posée sur un continent, donc tout va bien, sauf que ce continent, à certains endroits, et à cause du réajustement isostatique, à cause du poids même de la calotte antarctique, donc 4 km de glace en son centre, eh bien, il y a une déformation du continent et certaines zones sont en fait sous le niveau de la mer. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette calotte, tout le continent remonterait, mais il y a une grande partie du continent antarctique qui est en fait située sous la mer. Alors, c'est ce qui est indiqué pour aujourd'hui sur ce diagramme qui vous présente. Alors en noir, ce sont les zones qui sont justement au-dessus du niveau de la mer, donc tout va bien. Les zones qui sont situées avec un substratum, donc il faut imaginer que la calotte est au-dessus, donc elle est au-dessus du niveau de la mer. Mais toutes les parties qui sont représentées ici en gris sombre sont en fait sous le niveau de la mer actuelle. Et il y en a certaines qui sont représentées ici en blanc, qui sont aussi sous le niveau de la mer actuelle, en particulier pour toute cette péninsule, pour toute la zone qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest, qui est située ici. Alors, il y a les plateformes, ce qu'on appelle les plateformes de glace, à la fois mer de Weddell et plateformes de Ross, qui sont ce qu'on appelle les ice shelves, mais encore une fois, l'Antarctique de l'Ouest, la calotte antarctique, elle est basée en fait sur le continent, mais qui est effectivement sous le niveau de la mer. Et dans ce cas-là, ce qui est représenté en fait en blanc, ce sont des zones où la configuration est tout à fait particulière, avec une pente qui est négative vers le centre de la calotte. Donc il faut imaginer que c'est ce qu'on appelle. Alors ici, vous avez un petit diagramme qui représente en fait ce qui se passe justement dans toutes ces zones qui sont représentées en blanc, ce que l'on appelle la ligne d'échouage, c'est-à-dire la zone où il y a contact avec ce qu'on appelle la grounding line en anglais, zone de contact avec le substratum, a une pente qui est négative, c'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir, lorsque l'eau de mer va pouvoir s'engouffrer, il y a une pente qui va vers le centre de la calotte et donc par gravité, l'eau de mer va pouvoir grignoter, va pouvoir faire fondre en fait, parce qu'elle est moins froide en fait que la calotte, elle va pouvoir faire fondre en fait la calotte par en dessous, mais lorsque la pente, comme dans les zones gris sombres, est positive, lorsqu'il y a élévation vers le centre de la calotte, eh bien le phénomène va s'arrêter de lui-même parce que l'eau ne peut pas remonter très haut à l'interface entre la calotte et le continent, donc tout va bien se passer, alors que ces zones situées, représentées ici en blanc, eh bien elles ont cette pente négative qui vont générer en fait des instabilités qui sont potentiellement dangereuses. Et en fait, il y a vraiment une masse de glace à l'heure actuelle qui est située dans ces zones, qui est beaucoup plus fragile, qui est la source d'inquiétude en fait de cette instabilité de l'Antarctique de l'Ouest. Il y a à peu près 3 mètres à l'heure actuelle. Il y a à peu près, alors encore une fois, il n'y a pas de ces zones ne se déglace pas encore, mais la quantité de glace qui est stockée dans ces zones avec pente négative du substratum représente à peu près 3 mètres en équivalent du niveau de la mer mondial. Donc si
si une partie de cette calotte de l'Antarctique de l'Ouest partait à l'océan, eh bien ça peut représenter des quantités qui sont importantes. Alors, je vous ai montré tout à fait au départ qu'il y avait des petites... les 2 points jaunes, il y en a d'autres encore. Des géologues, en fait, ont pris des carottes et ont réussi à faire des comptages de ces différents petits grains de débris détritiques glaciaires et dans plusieurs carottages, et ils ont pu les dater avec plusieurs techniques pour reconstituer des flux au cours du temps. Donc voici en fait tiré d'un article qui date déjà un peu, mais qui faisait une compilation en fait de plusieurs carottages qui avaient été justement prélevés dans cette allée des icebergs pour montrer bien qu'il y avait des flux qui évoluaient notablement dans le temps et qui étaient synchrones dans les différentes zones, avec notamment un maximum pendant l'événement du Meltwater Pulse 1A. Mais on voit très bien aussi que les enregistrements sont plus complexes. Ce n'est pas uniquement un flux pendant le Meltwater Pulse 1A. Il y avait des flux très précoces, ici, dès 20 000 ans, 19 000 ans, donc vraiment dès le départ de la déglaciation, et avec un flux qui est, dans ce cas-là, maximum, en correspondant justement avec ce Meltwater Pulse 1A. Donc c'est une des preuves, je dirais, aussi complémentaires de l'approche gravimétrique, gravitationnelle, du flux, en fait, de glace pendant cette période. Le problème, c'est que c'est très difficile de remonter aux masses de glace qui ont fondu uniquement en tenant compte des IRD. On sait qu'il y a eu un événement important, on sait que ça a été apparemment un des plus importants pendant la déglaciation, mais de là à quantifier la masse de glace qui est partie, c'est très difficile. Donc on est obligé, les chercheurs essayent de compléter en fait leurs informations en essayant aussi de faire de la modélisation de ces processus. Et dans ce cas-là, pour faire ces modélisations tridimensionnelles, il faut non seulement tenir compte en fait de ce qui se passe dans l'atmosphère, mais aussi l'océan. Alors la végétation, elle est prise en compte dans les modélisations, mais bon, pour l'Antarctique, elle est effectivement minimale, et des couplages avec des calottes de glace qui sont numérisées et qui permettent de simuler les interactions entre ces différentes enveloppes. Alors, un des points importants, justement, dans cette zone de l'Antarctique, c'est qu'on a un contact, on peut avoir contact entre la calotte de glace, en particulier pendant la période glaciaire, lorsqu'elle était plus grosse qu'à l'heure actuelle, et l'océan directement. Et l'océan présente une circulation méridienne de retournement, ou circulation, entre guillemets, thermohaline globale, que je vous ai déjà décrite à plusieurs reprises, notamment lorsque nous avons fait l'année dernière un colloque qui était dédié à cette circulation thermohaline globale ou circulation méridienne de retournement globale. Alors on peut considérer uniquement la partie qui est uniquement en Atlantique, donc on parlera là de la partie méridienne de retournement atlantique, mais il s'agit finalement d'une circulation globale qui peut être simplifiée à l'extrême sous la forme d'un tapis roulant que vous voyez ici, mais qui ne fait pas intervenir de l'Antarctique. Et justement, lorsque toute la complexité, c'est pour ça que je voulais vous remontrer cette figure, qui représente une vue un peu plus exacte en fait des phénomènes. Il y a non seulement effectivement, cette convection en Atlantique Nord, dans différentes zones de plongée, dans les mers nordiques, dans la mer du Labrador, pour avoir un retour en profondeur avec comme composante l'eau profonde nord-atlantique, NADW en anglais. Mais il y a aussi tout autour de l'Antarctique des zones de plongée d'eau profonde qui sont très importantes, qui sont signalées ici. Alors, il y en a une, alors il s'agit de la mer de Weddell, une autre ici. Il y a plusieurs zones tout autour de l'Antarctique où il y a convection profonde. Et il n'y a pas que cette convection en Atlantique Nord. C'est résumé un petit peu ici. C'est-à-dire qu'une des principales composantes de cette convection est ce que l'on appelle la formation d'eau de fond de l'Antarctique, qui est localisée dans certaines zones, en particulier en mer de Weddell. C'est là que les eaux les plus denses du monde se forment, en particulier par densification en surface,
qui est lié à la fois au refroidissement par les vents katabatiques qui viennent de l'Antarctique et formation, lorsqu'il y a formation de glace de mer, de banquise, eh bien, la banquise, c'est de l'eau de mer qui va congeler, mais lors de la congélation, il y a rejet du sel vers l'eau de mer, il y a formation en fait de saumure. Donc les deux phénomènes vont se conjuguer, refroidissement et formation de saumure, brine en anglais, pour faire des eaux extrêmement denses et qui vont couler dans l'océan, à la fois qui vont plonger au niveau de l'Antarctique, mais qui vont ensuite alimenter tout l'océan profond. Alors c'est ce qui est rappelé ici. Ici, vous avez une vue de la même circulation globale de retournement, mais avec centré autour de l'Antarctique. Alors c'est compliqué, vous avez la partie atlantique ici, avec la convection en nord-atlantique, et tout autour de l'Antarctique, dans certaines zones, des plongées qui sont liées justement à ces phénomènes de densification et alimentation des différents bassins Pacifique, océan Indien, alimentation aussi en Atlantique, qui remonte vers le nord, en profondeur, carrément collée, je dirais, à la topographie du fond de l'océan, avec des plongées qui sont particulières et qui alimentent un courant qui tourne tout autour de l'Antarctique. Alors, les chercheurs donc, sont obligés d'utiliser des modèles couplés océan-atmosphère pour essayer d'intégrer justement les interactions entre calotte de glace, atmosphère et océan. Alors c'est ce qui a été fait partiellement par un des groupes qui a justement étudié ces variations d'IRD pendant la déglaciation, en localisant, en identifiant justement un flux d'eau de fonte un flux d'iceberg en fait, en provenance de l'Antarctique. Leur modélisation, donc qui prend en compte plusieurs modèles, était simulée en fait justement, c'est ce qui est indiqué ici, c'est un résumé, je dirais, de plusieurs simulations, mais un des faits qui était tout à fait robuste en fait dans leur modélisation, c'est qu'il y avait à la fois un refroidissement en surface. Alors ce qui est indiqué ici en bleu, au-dessus de l'Antarctique, vous reconnaissez ici la péninsule antarctique, donc il y a une résolution géographique dans la modélisation océanique. On a un refroidissement en surface, donc tout ça, enfin toutes les représentations ici sont négatives, c'est-à-dire qu'il y avait un refroidissement pendant la période de fonte et de production d'iceberg, donc une production importante et donc un refroidissement en surface. Et par contre, ce refroidissement en surface, eh bien, c'est ça qui est important, c'est qu'il a une conséquence. Il stratifie l'océan de surface et il a tendance à arrêter ou à freiner la formation de cette eau de fond antarctique, AABW. Par effet de compensation, un peu, la diminution en fait de cette production d'eau de fond antarctique est compensée par une augmentation en fait du flux d'eau profonde située un peu plus haut dans la colonne d'eau, en particulier d'eau profonde nord-atlantique, NADW, pour alimenter ce qu'on appelle les eaux de fond antarctiques, Circumpolar Deepwater. Et donc, ce que l'on voit, en fait, dans la colonne d'eau, ici, il s'agit à la fois d'une vue en surface, donc un refroidissement en surface très marqué, et en profondeur, une section en profondeur. Ce qui est indiqué ici, c'est qu'on a en fait un réchauffement. C'est ça, on a du rouge et du bleu en surface, refroidissement très conséquent, et en profondeur, en fait, à moyenne profondeur, en particulier dans le premier kilomètre, des réchauffements importants qui sont liés à ce phénomène de compensation. Et ça, c'est un phénomène qui va rétroagir, qui va en fait aussi perturber la calotte de glace, et c'est quelque chose qui a été étudié. Alors, il y a eu d'autres études qui ont complété cette étude de modélisation, en particulier en couplant directement des calottes de glace, une calotte de glace modélisée de façon tridimensionnelle, avec un couplage numérique, donc, et en particulier en étudiant, en simulant relativement finement l'interface entre la calotte de glace elle-même, le substratum et l'océan, et avec en particulier la production de cette amplification, une amplification qui est liée au contact entre l'océan et la glace. C'est ce que l'on appelle en climatologie un mécanisme de rétroaction positive, c'est-à-dire qu'on va avoir un phénomène qui va avoir tendance à s'amplifier, à être amplifié naturellement par formation d'une
stratification liée à ce flux d'eau douce. Donc on a la formation de ce qu'on appelle une halocline, une zone de contraste de densité lié à cette eau douce qui provient d'eau. Encore une fois, l'eau qui est dans les glaces de l'Antarctique, c'est de l'eau douce, c'est de l'eau qui a précipité depuis l'atmosphère, qui va ensuite partir dans l'océan. Mais par contre, en profondeur, ce qui est important, c'est qu'on a une compensation, parce qu'on a une diminution de la formation de cette eau de fond antarctique, AABW, qui va être compensée par une augmentation de ces eaux un peu plus chaudes, indiquées ici en rouge, qui vont pouvoir grignoter, encore une fois, par en dessous cette calotte de glace. C'est effectivement ce qui a été simulé dans la modélisation temporelle. Ici, vous avez une vue, une cartographie, tout calcul fait, on va dire, des diminutions, des variations d'épaisseur en mètres par an au cours de la déglaciation, en particulier pendant l'événement entre 14 et 14,5 000 ans avant le présent. Et ce que l'on retrouve, en fait, c'est qu'il y a effectivement une perte de masse qui est très importante au niveau de l'Antarctique de l'Ouest, au niveau de la péninsule, et des variations en épaisseur qui correspondent justement à ce flux d'eau douce important. Alors, une autre vue du phénomène. Donc là, je vais vous montrer une petite animation, en fait, qui est avec une évolution dans le temps, qui représente cette modélisation au cours de la déglaciation. Les choses démarrent de 25 000 ans avant le présent, donc on est en plein cœur de la déglaciation, enfin de la glaciation. On est même plus éloigné on est plus vieux que le dernier maximum glaciaire qui est de 21 000 ans avant le présent. Et vous allez voir l'évolution temporelle sur ce marqueur qui va évoluer dans le temps vers le temps zéro. Et ce que vous allez voir, en fait, ce qui est exprimé ici, ce qui est modélisé, et ce qui est représenté, en fait, toute la dynamique de la glace est modélisée dans le cadre de ces modélisations tout à fait détaillées et représentatives de l'Antarctique. Ce sont les vitesses instantanées exprimées ici en mètres par an. Donc, ce sont des vitesses. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des glaciers qui vont être beaucoup plus rapides que d'autres. On peut imaginer, donc c'est un peu équivalent à des fleuves directement dans la calotte de glace, mais vous allez voir que vers 14 000 ans, on va voir que beaucoup de rouge va s'animer autour de l'Antarctique de l'Ouest, qui signale justement ce maximum de fonte lié au Meltwater Sahara. Donc il faut regarder à la fois la cartographie modélisée au cours du temps et d'autre part le curseur temporel qui signale le fait qu'il y a une augmentation vers 14 000 ans. C'est ce qu'on va voir là maintenant. Voilà, exactement. Une augmentation importante de ce flux d'eau douce production d'icebergs qui vont ensuite aller fondre dans l'océan austral après leur vélage et leur formation et leur plongée dans l'océan. Alors, cette évolution temporelle, elle peut être... Alors, il y a beaucoup de détails dans ces modélisations, il y a plusieurs calculs avec différents forçages. On pourrait regarder beaucoup de détails. Une des choses qui est relativement robuste, c'est quel que soit le forçage, eh bien, les modélisateurs obtiennent à chaque fois une augmentation importante dans ces modélisations correspondant à cet événement du Meltwater Sahara, en correspondance avec les observations géologiques qui sont rappelées ici. Il s'agit d'une moyenne de tous les indicateurs que j'avais montrés au départ, de ces fameux IRD. Donc, quand on a une correspondance approximative comme celle-là, on peut être heureux du fait qu'on a probablement identifié un mécanisme. Et alors, ce qui est important, c'est que de faire ces modélisations montre qu'on a identifié donc un mécanisme d'amplification. On arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a accélération à cause justement de cette compensation océanographique. Donc il faut faire intervenir calotte de glace, atmosphère, océan, pour bien comprendre le phénomène d'accélération. Et c'est ce dont je vous parle là maintenant sur cet événement du Meltwater Sahara, c'est justement une des inquiétudes sur la dynamique de la calotte antarctique dans le futur. Est-ce que peut-être pas aux mêmes échelles, on n'attend pas 15 mètres dans le prochain siècle, mais est-ce qu'une partie de cette Antarctique de l'Ouest
fragiles, les 3 mètres qui sont situés avec une pente négative du substratum. Est-ce qu'une partie ne pourrait pas partir à l'océan dans une évolution d'instabilité telle qu'on peut le voir pour ces événements du passé? Donc ces modélisations, sont les mêmes modèles de l'Antarctique qui vont être utilisés aussi pour faire des projections dans le futur. Et d'ailleurs même, les projections avec ces instabilités qui pour l'instant sont considérées comme peu probables dans le rapport du GIEC, avec une évolution, comme je vous l'ai montré, peu probable vers 2 mètres, eh bien, elles sont réalisées avec ce même type de modèle, avec des instabilités qui comportent en fait les mêmes ingrédients, en particulier l'interface entre l'océan et les calottes. Alors, voilà un peu pour l'Antarctique. Maintenant, je vais passer à la calotte nord-européenne, qui est... Donc, on a donc la preuve que l'Antarctique a contribué, au même titre que la Laurentide, comme je vous l'ai montré la semaine dernière. Et le troisième ensemble qui nous intéresse dans cette attribution complémentaire de l'approche gravitationnelle, c'est de regarder à proximité tout autour de la calotte nord-européenne. Alors, cette calotte nord-européenne, elle vous est représentée ici sous une forme imagée. Elle était très étendue et complexe, en fait. Il y avait plusieurs dômes. Il y avait notamment un dôme sur la Scandinavie et la Finlande, qu'on appelle la calotte phénoscandienne, avec ce dôme ici. Mais il y avait d'autres dômes, en fait. Il y avait un dôme sur les îles britanniques, qui était finalement rattaché au dôme principal au niveau de la mer du Nord. Donc la mer du Nord était exondée, elle n'existait pas sous forme de mer à l'époque, et il y avait une énorme calotte de glace que l'on verra aussi dans ce cadre-là, qui était positionnée sur la mer de Barents. Donc un ensemble qui est relativement complexe et qu'il va falloir étudier de façon régionale, à la fois au nord, au sud, on va aller dans le golfe de Gascogne, on va aller aussi en mer Noire, parce qu'il y a des flux aussi d'eau douce qui partaient vers la mer Noire pour aller ensuite en Méditerranée, etc. Alors, une des études que nous avons pu réaliser, justement, c'est un peu similaire à ce que je vous ai présenté pour le golfe du Mexique. On s'est placé sur des carottages récupérés par le Marion Dufresne, en particulier. Donc, ça, c'est une étude que nous avions publiée en 2006, on en a fait d'autres ensuite, et qui représente un petit peu ce qui s'est passé, enfin les termes de la problématique dans cette zone. Donc la calotte phénoscandienne était au nord de cette carte, et il y avait sur les îles britanniques donc une énorme calotte aussi qui était reliée au dôme à cette calotte phénoscandienne. Et il y avait au sud, donc, pendant la déglaciation, donc une fonte généralisée à cause des forçages climatiques, installation et effet de serre, pendant cette déglaciation, qui a fait fondre en fait cette calotte de glace. Et au même titre qu'il y avait donc un flux d'eau douce vers le Mississippi, eh bien, le Mississippi de l'époque, c'était en fait la Manche. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y avait un énorme fleuve à la place de la Manche. Ici, vous avez le trait de côte de l'époque, 21 000 ans. Toute cette partie était exondée. On pouvait passer de Paris à Londres à pied, en traversant ce fameux fleuve qui est très bien cartographié. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, en particulier à l'Ifremer, pour cartographier de façon très très fine, par géophysique, tout ce fleuve Manche. De la période glaciaire, et donc ce fleuve était alimenté non seulement par la Seine, la Somme, la Tamise et autres, mais par des fleuves très éloignés comme la Vézère, l'Elbe, le Rhin, la Meuse, etc. Donc ça a drainé. Donc il faut imaginer une période pendant la déglaciation avec fonte généralisée de toutes ces calottes de glace et flux d'eau vers le golfe de Gascogne ou Bay of Biscay, que l'on a pu collecter avec des sédiments, notamment cette étude que nous avions réalisée. Alors, quelquefois, je vais donner un peu de détails sur les indicateurs. Il y a des indicateurs que j'ai déjà présentés qui sont relativement classiques, puis il y en a d'autres. C'est intéressant d'avoir un peu de détails qui illustrent un petit peu, plutôt que en vous montrant des courbes avec des choses qui montent et qui descendent, qui sont quelquefois qui peuvent être sujettes à beaucoup d'incertitudes. C'est important en fait
présenter aussi les différents indicateurs pour vous montrer d'où viennent en fait ces différentes courbes, et ça permet aussi d'appréhender les incertitudes de ces différents indicateurs. Au même titre que je vous l'ai montré pour les coraux, il faut plonger dans les récifs actuels pour se rendre compte de la problématique et aller même très loin. On a vu qu'il fallait envisager la reproduction des coraux pour essayer de comprendre leur bathymétrie, leur représentativité bathymétrique. Eh bien, on a des indicateurs qui sont tous un peu différents. On fait en fait feu de tout bois en paléoclimatologie, en essayant de mesurer tout ce qui est disponible dans les différents carottages, à la fois les carottes de glace, les carottes sédimentaires ou les carottes coralliennes. Alors, pour ces indicateurs, les indicateurs que nous avons utilisés sont en particulier des indicateurs de géochimie organique, moléculaire, donc des molécules qui sont des traceurs de la matière organique. Donc on mesure ça après extraction, on va mesurer ça à la fois par HPLC-MS ou par GC-MS pour essayer d'identifier, de quantifier et de caractériser ces différentes molécules. Certaines sont bien identifiées et permettent justement d'identifier des provenances, et notamment lorsqu'on va regarder les sédiments du fleuve Manche, qui actuellement, c'est des prélèvements qui ont été faits en mer, qui ont été réalisés en mer, donc des carottes qui sont très au large, eh bien on va matérialiser des flux d'eau douce, de la matière organique qui a été érodée du continent et qui est venue contaminer, enfin qui est venue se déposer directement au débouché, à l'embouchure de ce fleuve Manche. Alors, un des indicateurs que nous avons beaucoup utilisé est un indicateur fondé sur des molécules complexes, des tétraéthers, avec des cycles et des chaînes, et qui sont des composés organiques qui sont synthétisés à la fois par des bactéries dans les sols ou des archébactéries dans la colonne d'eau. Et en faisant des rapports très simples, on peut essayer de quantifier, de matérialiser justement les flux d'eau douce venant des rivières, en particulier en calculant cet index bit pour Branched Isoprenoid Tetraether Index, qui varie entre 0 et 1, de façon très simple. Donc 1, c'est essentiellement de la matière organique continentale, 0, c'est complètement océanique, et entre les deux, c'est qu'on a un mélange que l'on va pouvoir retrouver dans ces carottages. On peut mesurer c'est ce que l'on fait aussi avec nos outils au CEREJ, donc dans mon laboratoire à Aix-Marseille, des mesures de géochimie des éléments majeurs et mineurs avec une très haute résolution. Chaque méthode a ses défauts et ses avantages. Là, il s'agit, son principal défaut, c'est que c'est uniquement des mesures élémentaires sur des éléments majeurs et mineurs, mais la résolution est absolument fantastique, et on peut travailler sur du sédiment non détruit, c'est-à-dire que c'est une méthode qui est non destructive. On va directement scanner, on va pouvoir mettre des carottages, alors en les tronçonnant, hein. Quand on a une carotte qui fait 50 mètres de long, on va être obligé de la tronçonner en sections de 1,50 m et ensuite de la passer dans ce scanner XRF avec différents détecteurs qui permettent d'avoir des profils élémentaires de calcium, de strontium, de fer, de titane, de soufre, et aussi avec d'autres outils de carrément faire de l'imagerie. On va pouvoir identifier des grains, carrément les foraminifères, on va pouvoir les voir avec ces analyses élémentaires. On va pouvoir voir des grains de pyrite qui sont liés à du soufre et du fer. Donc on va pouvoir vraiment aller très, très loin dans l'identification des objets et de la stratigraphie et de la sédimentologie, mais avec des analyses qui sont totalement non destructives. Alors, mais bon, quelquefois, et même souvent, ces analyses simples, alors elles ont une résolution qui est fantastique, on peut aller jusqu'à 200 microns, ou même voire plus encore avec cette méthode de cartographie chimique, on peut aller jusqu'à pratiquement 10 microns, mais cette résolution spatiale, qui veut dire une résolution temporelle, elle est utile, mais en même temps, elle est pas, ces éléments ne sont pas complètement diagnostiques. Quelquefois, il faut avoir d'autres outils, donc qui sont plus complexes pour essayer de tracer. Alors c'est ce on peut utiliser en fait, notamment les isotopes, c'est classiquement utilisé, les isotopes du néodyme, un élément qui fait partie des terres rares, donc un élément relativement rare dans ces sédiments, le néodyme, mais dont la composition isotopique, en particulier le rapport 143 sur 144 néodymes, qui est exprimé sous la forme
d'un rapport qu'on appelle un rapport epsilon. Donc c'est epsilon parce que c'est tout petit, mais où les déviations sont en fait toutes petites, mais essentiellement, il s'agit, enfin, le néodyme 143 est issu de la décroissance radioactive du samarium 147, et en fait, l'âge des roches qui peuvent être très élevés, ça n'a plus rien à voir, là on parle de roches qui ont des âges géologiques de plusieurs millions, milliards d'années, cet âge dépend des sources, des zones géographiques, et donc en faisant la mesure en fait, du rapport 143 sur 144 néodymes, on va pouvoir identifier les roches qui ont été érodées et qui ont été ensuite, dont le néodyme a ensuite été transporté par les fleuves pour les retrouver dans les sédiments, en particulier notre fameuse carotte du golfe de Gascogne. Donc ici, il s'agit d'une cartographie de mesures actuelles sur différentes roches qui sont représentées ici en bleu et en rouge, donc pour ce fameux epsilon néodyme, en fonction de la longitude, tout ça pour dire qu'il y a un gradient. Bon, encore une fois, il y a effectivement aussi une dispersion, mais on peut arriver avec ces outils, avec ces mesures de néodyme dans le sédiment, on peut différencier en fait l'érosion des roches par les fleuves et situés très à l'est, par rapport à d'autres roches qui sont situées beaucoup plus à l'ouest. En particulier, on peut distinguer ce qui serait lié à cette érosion de la zone scandinave, on va dire, par rapport à la zone d'érosion des îles britanniques. Alors c'est ça qui peut être utilisé à la fois pour l'actuel, avec ces calibrations, et dans le passé, comme nous allons le voir. Alors, un des résultats qu'on peut résumer justement sur cette fameuse carotte du golfe de Gascogne est indiqué sur ces trois panneaux. Donc à chaque fois, évolution temporelle, 30 000 ans jusqu'à l'actuel. Pour rappel, il y a une courbe de niveau de la mer simplifiée avec ce fameux Meltotopos 1A vers 14 000, 14 500 avant le présent, et des indicateurs, notamment ce fameux index BIT, BIT, et présentant en fait une structure qui est très marquée avec un flux d'eau venant de la rivière, du fleuve Manche de l'époque, très important, qui a démarré pratiquement dès 20 000 ans, mais avec un flux très important, massif, centré autour de 18 000 ans, donc vraiment tout à fait au départ de la déglaciation. Par contre, lorsqu'on se tourne vers la période du Meltotopos 1A, on ne voit pas grand-chose, on ne matérialise pas de flux important. Alors, pour rappel, cette courbe-là, c'est une courbe de température au Groenland, qui est juste là pour rappeler un peu le contexte, mais qui ne participe pas, je dirais, à la problématique de ce flux d'eau venant de la calotte phénoscandienne. Donc on a un flux qui est vraiment très concentré sur une période très précoce, vers 18 000 ans, pour s'effondrer ensuite. Alors on voit dans le sédiment, il y a d'autres éléments qui peuvent être diagnostiques aussi, en particulier des restes d'algues d'eau douce dans le même sédiment, dans les mêmes échantillons, qui marquent exactement la même chronologie, pratiquement rien pendant le MWP1A, et une évolution qui est similaire à ce que l'on trouve avec ce fameux indicateur BIT. Alors une vue un peu similaire, toujours de cette carotte du golfe de Gascogne, avec plus d'indicateurs. Alors on peut utiliser ce qu'on appelle le rapport carbone sur azote, qui permet de distinguer la matière organique continentale de la matière organique marine. On voit effectivement une augmentation de la masse, de la matière organique continentale pendant toute la période de 20 000 ans à pratiquement 17 000 ans avant le présent, mais on voit très bien un effondrement vers 17 000 ans avant le présent, et pratiquement rien. Il n'y a pas d'indicateur qui signale une importance. Alors il y a aussi les fameux IRD, les transportés par les icebergs, mais on n'a rien de vraiment très conséquent dans ce golfe de Gascogne en provenance du fleuve Manche, correspondant à un flux catastrophique pendant cet événement du Meltotopos 1A. Alors, je vous ai parlé des autres indicateurs, toujours dans les mêmes carottes. Alors là, il y a plusieurs carottages qui ont été
récupérés. Il s'agit de collègues de l'Ifremer de Brest qui ont travaillé, eux, sur cet indicateur du néodyme, du rapport isotopique epsilon-néodyme, qui permet plus ou moins de distinguer une source scandinave d'une source britannique. Et ce que l'on voit, c'est qu'au cours du temps, toujours, on voit défiler les milliers d'années ici, on voit une évolution, en particulier avec un maximum de sources venant de très au nord et à l'est, pendant cette période, la même période que ce que l'on matérialisait avec l'index bit. On peut le voir aussi avec d'autres traceurs à très haute résolution, avec les scanners XRF. Là, il s'agit d'XRF, de spectres XRF, de rapports fer sur calcium ou titane sur calcium, qui donnent des signatures de ces flux détritiques. Donc on voit des maxima qui correspondent exactement à 18 000 ans, qui correspondent à la période principale de fonte que je vous ai montré avec les autres indicateurs. Donc on reste vraiment sur la même longueur d'onde, avec un accord qualitatif entre les différents indicateurs, à la fois isotopiques, organiques et élémentaires. Et par contre, pour la période du MWPA, il n'y a pas vraiment de choses très significatives. Donc il y a eu une fonte, mais elle a eu, en tout cas le flux dans ce fleuve Manche a été beaucoup plus important avant cet événement. Donc c'est pas par cette voie-là que le Metro-Sahara est passé. Alors on s'est tourné après avoir travaillé sur le golfe de Gascogne. Les travaux continuent. On a encore des recherches actives justement sur ces sédiments, à la fois sur cette carotte, mais d'autres encore qui ont été récupérés après. Et là, je vais me tourner en fait vers une autre partie. Je vous ai dit que cette calotte de glace était complexe. Elle pouvait fondre à la fois de ce côté via le fleuve Manche, mais il y avait aussi une autre issue vers le sud avec fonte au sud de la calotte phénoscandienne et alimentation de différents fleuves, en particulier tous les fleuves comme le Dniepr qui irrigue toute l'Ukraine pour déboucher en mer Noire, et d'autres encore, la Volga, le Don, etc. Donc ce sont des choses que l'on peut examiner, et on a pu réaliser en fait des études sur des carottages prélevés en mer Noire, pas très loin de l'embouchure du Danube, qui aussi contribue, parce qu'il y avait effectivement des glaces très importantes sur les Alpes. Donc on va essayer en fait de distinguer les différents apports, à la fois venant de la calotte phénoscandienne, des apports en provenance du Danube, avec fonte de cette calotte des glaciers alpins qui étaient beaucoup plus conséquents à l'époque. Alors ça, c'est des travaux donc, qui ont été réalisés encore une fois dans mon labo. Toujours les mêmes outils. Ici, il s'agit donc d'une cartographie que nous avions utilisée des isotopes du néodyme pour cette problématique de la mer Noire, avec à la fois des études actuelles sur les différentes signatures exprimées en epsilon néodyme, avec des gradients importants entre, on va dire, -9, -10 pour toute la partie alpine, et des valeurs beaucoup plus importantes, enfin beaucoup plus négatives, -20, -15, pour toute la zone située beaucoup plus au nord. Donc on s'attend à avoir un contraste entre les deux s'il y a un flux important d'eau de fonte en provenance de la calotte phénoscandienne qui était située sur les pays scandinaves, sur la Finlande à l'époque. Notamment, il y avait au sud en fait, de cette calotte phénoscandienne, formation de lacs proglaciaires que vous voyez ici, qui sont représentés en bleu, donc nous y reviendrons. Alors, quand on fait l'étude de ces carottages, notamment cette carotte que nous avions étudiée et publiée en 2013, eh bien, on peut matérialiser et distinguer les flux d'eau douce, les flux importants de ces rivières, de ces fleuves, pendant la déglaciation, en fonction du temps, ici à chaque fois âge en milliers d'années, au cours du temps, avec les différents indicateurs, une courbe de la température au Groenland pour rappel, mais essentiellement les indicateurs que nous avons reconstitués pour cette carotte sont ici, avec, c'est ça qu'il faut voir, des fluctuations très importantes à partir de 17 000 ans. Tout se passe entre 17 000 et pratiquement 15 500 avant le présent, avec des flux
des fleuves très importants que l'on peut matérialiser à la fois avec le fameux index BIT, d'autres composés organiques qui sont liés à l'érosion des tourbes et des sols sur le continent, un rapport élémentaire mesuré à très haute résolution, je vais vous le montrer, qui permet qui est la signature en fait des éléments détritiques mesurés par XRF non destructif, et ce fameux epsilon néodyme qui là permet de distinguer entre les sources alpines des sources entre guillemets baltiques situées beaucoup plus au nord, mais avec notamment trois pics en fait pendant cette période entre 15 500 et 17 000 ans avant le présent, 4 pics très importants de fonte généralisée, enfin d'apport des fleuves en mer Noire. Il y a d'autres indicateurs que nous avions mesurés. Alors, ce qui est important aussi, c'est que pour la partie Meltwater Sahara vers 14 500 ans, il n'y a pas d'anomalie importante. Donc, c'est pas non plus la déglaciation et le flux d'eau douce, en tout cas le flux d'effet fleuve à l'époque, prédate en fait très nettement ce MWPA. Alors, on a regardé d'autres indicateurs, en particulier des N-alcanes ou des cétones qui sont liés à la dégradation des sols et de la tourbe sur le continent, des esphègnes. Bon, le seul pic qui soit à peu près en phase correspond à ces cétones particulières, mais bon, essentiellement, tout se passe quand même avant. On a un flux principal bien matérialisé avec tous les indicateurs en correspondance. Ça, c'est important d'avoir à la fois les isotopes du néodyme, les mesures élémentaires et les mesures organiques en phase. Donc plutôt une déglaciation plus précoce en fait que cet événement du MWP1, même si on a effectivement une anomalie qui est en correspondance, mais c'est pratiquement la seule dans tous les diagrammes que je vous ai montrés, en tout cas sur cette partie en provenance et via la mer Noire. Alors, quand on fait un zoom sur cette partie, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que, même si on n'a pas identifié la source du MWP1A, c'est intéressant de regarder la structure en fait de ces événements pulsés. Donc, on voit 4 événements bien distincts dans le sédiment, et lorsqu'on fait un zoom, alors il est clair que quand on fait un zoom sur cette échelle temporelle, on va voir que la résolution temporelle de certains indicateurs n'est pas fameuse. Ici, par exemple, c'est un zoom entre 15 000 ans et 17 500 ans avant le présent. Donc ici, on a une plage de temps qui correspond à peu près à 1500 ans. Mais donc on voit des événements, 4 événements, 1, 2, 3, 4, pulsés, avec une résolution, bon, pour le néodyme, comme les mesures sont compliquées à obtenir, on ne peut pas les faire à très haute résolution. Alors on pourrait augmenter cette résolution, notamment pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui baisse à ce niveau-là, mais, en correspondance avec les autres indicateurs. Mais globalement, on a une correspondance à la fois avec les indicateurs organiques, les indicateurs élémentaires et les indicateurs isotopiques pour signaler un flux des fleuves très important en provenance du nord, donc de la fonte de cette calotte phénoscandienne via tous les bassins versants de l'Europe de l'Est pour déboucher en mer Noire via le Dniepr et le Dniestre. On peut encore zoomer, on peut regarder de façon encore plus fine, parce que ces événements, en fait, ils sont réguliers pratiquement. Quand on essaye de chiffrer leur durée, eh bien, on a une durée de la période avec ces fontes importantes qui est de l'ordre de 1500 ans, et on a des événements de fonte généralisée qui font pratiquement 200 ans. On peut aller encore plus loin, mais on peut le faire uniquement avec les données à très haute résolution, comme je vous l'ai montré avec les mesures non destructives par XRF. Et c'est ce qui est fait, en fait, c'est ce qui est rappelé sur ce diagramme, où vous avez un zoom, justement, sur ces couches qui apparaissent rouges, en fait. Bon, je ne vous l'ai pas dit, mais rien qu'en ouvrant les carottes, en les sectionnant, on voit de façon très distincte juste des couleurs qui sont liées à des minéraux différents, et donc à un apport des fleuves très important pendant la déglaciation. Ici, il s'agit d'un zoom d'une partie, d'une de ces couches rouges, où l'on peut distinguer en fait des couches qui sont annuelles. C'est-à-dire que carrément, on peut aller jusqu'à une résolution annuelle. Alors là, il faut utiliser des techniques particulières d'induration
des sédiments qui sont... et puis ensuite, on peut faire de l'imagerie X et de regarder des sections fines, des lames minces, à la fois... Enfin, avec différentes techniques. Ici, vous avez différents zooms, donc à la fois une imagerie rayons X de quelques centimètres ici, et puis là, une petite partie qui correspond finalement à 2 années, enfin à une année complète, c'est-à-dire qu'on a un litage qui est carrément annuel, avec un apport détritique qui est probablement lié à ce qui se passe au début de la saison chaude, donc au printemps-été, avec un flux des fleuves important, avec des grains détritiques que l'on va pouvoir matérialiser. Alors ici, c'est juste une photo en lumière naturelle, mais si on faisait une cartographie élémentaire, on verrait bien évidemment les différents éléments figurés, comme on peut le faire avec ce qui est résumé finalement ici avec le rapport titane sur calcium, qui correspond à ces petits grains important, mais une résolution annuelle. Donc on a un mécanisme qui est exacerbé pendant 200 ans, mais qui est saisonnier. Alors c'est un mécanisme qu'on a étudié un petit peu finement, et essentiellement, ce qui se passe, c'est c'était lié en fait au mode de fonctionnement du lac proglaciaire, qui s'appelait à l'époque, qu'on a appelé le lac Disna, qui était situé donc au sud de cette calotte phénoscandienne qui était en voie de retrait, avec d'une part de l'eau qui pouvait aller vers à la fois la Bérésina et le Dniepr. Et en fait, il y avait finalement 2 états du front de la calotte, un état relativement stable avec un retrait relativement régulier et lent qui correspond aux périodes où il y avait finalement assez peu de fonte entre les 4 événements de fonte généralisée importants, essentiellement en liaison avec une fonte en surface, mais un substratum, une zone d'interface encore avec de la glace solide, et par contre, formation de temps à autre, de façon périodique apparemment, tous les 200 ans, d'un lac proglaciaire, le lac Disna. Il y avait d'autres lacs proglaciaires aussi tout au sud en fait, de cette calotte phénoscandienne, avec une accélération et notamment une lubrification au niveau de la base de la calotte en liaison avec ce lac proglaciaire qui, de temps à autre, se purgeait saisonnièrement, en plus, vers les fleuves. Donc ce phénomène en fait, de remplissage et de fonte et de formation de lacs proglaciaires, c'est quelque chose qui est relativement bien connu sur des glaciers plus petits. Bon, ce n'est pas une calotte de glace de la période glaciaire, mais on les connaît aussi pour d'autres glaciers. En particulier, ici, vous avez une représentation d'un lac proglaciaire avec vélage d'iceberg au front du glacier pour le lac Juneau en Alaska. J'ai d'autres photos qui vous présentent en fait le même phénomène. Ici, avec des lacs proglaciaires au front des glaciers du Chili, à ce niveau-là. Donc ici, le glacier gris, avec un front, formation d'iceberg qui tombent, qui vont alimenter le lac et purge périodique de ces lacs proglaciaires. Donc d'autres vues encore de ces lacs proglaciaires. Alors ici au Chili toujours, un autre au Chili, dans les Alpes suisses. Ici toujours le lac Juneau avec différents états en Alaska, une configuration similaire en Nouvelle-Zélande. Donc quelque chose qui est tout à fait caractéristique d'un mode de fonctionnement qui peut être pulsé. Et bon, c'est quelque chose, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a essayé de faire une modélisation de principe. Encore une fois, c'est des choses qui peuvent être testées ensuite dans les modélisations explicites, mais d'essayer de comprendre pourquoi on a finalement des forçages pendant la déglaciation qui vont être monotones, l'insolation augmente, on va avoir l'effet de serre qui augmente aussi, mais pas de façon pulsée tous les 200 ans. Pourquoi est-ce que ces forçages vont pouvoir, sur une configuration de sud de la calotte phénoscandienne, engendrer un phénomène qui va être pulsé
Donc c'est un peu, il faut voir ça un petit peu de façon similaire à une fontaine japonaise. Même si le flux d'eau à cette fontaine est régulier, on va pouvoir avoir un mécanisme de bascule si en fait on peut passer d'une configuration à une autre, à la fois avec une configuration où on a quelque chose de calme avec une base de calotte, et donc de front du glacier qui va être encore gelé, à une base qui va être plus fragile en liaison avec la formation d'un lac proglaciaire et formation de ces pulses glaciaires vers le lac qui va se drainer de façon beaucoup plus importante, saisonnièrement, pour former ces pulses alors c'est ce qui est indiqué ici, ces pulses vers la mer Noire, Black Sea en anglais, Black Sea Water Pulse, qui ont eu lieu justement entre, comme on l'a vu, entre 17 000 ans et 15 000 ans. Donc c'est, encore une fois, de la modélisation, pour l'instant, tout à fait qualitative. Le problème est d'essayer de comprendre pourquoi ces phénomènes peuvent être catastrophiques. C'est-à-dire que là, il faut bien avoir en tête que même si le forçage est monotone, on a la preuve que, de façon périodique, comme ça, tout d'un coup, en une année, les choses deviennent beaucoup plus importantes. Ensuite, ça va s'arrêter 2 siècles après, et ces phénomènes, en fait, sont encore mal compris. Donc, on essaye d'avancer, et il y a effectivement des efforts de modélisation pour essayer de modéliser cette calotte de glace de la Phénoscandie, pour essayer de comprendre de façon beaucoup plus quantitative ces phénomènes. Alors, mais le résultat quand même des courses, c'est que c'est pas ça qui explique notre Meltotopulse 1A vers 14 500. On a vu que ces périodes de paroxysme, de fonte et de flux des fleuves vers la mer Noire prédataient très clairement, c'est au moins 1000 ans avant, pour le dernier, par rapport à notre événement de hausse du niveau de la mer de pratiquement 15 mètres. Donc on a vu que la calotte laurentide avait contribué, l'Antarctique aussi probablement, mais pour l'instant on était resté à cette situation avec pratiquement pas d'évidence de la contribution de la calotte nord-européenne. Alors ceci étant, il y a eu beaucoup plus récemment en fait une étude qui a été réalisée par des collègues scandinaves qui ont regardé de façon plus fine les calottes situées beaucoup plus au nord. Alors, je vous ai dit en fait que la calotte nord-européenne était en fait complexe. Je vous ai dit en particulier, on a regardé ce qui se passait entre la zone de contact de la calotte phénoscandienne qui était reliée à la calotte britannique qui n'est pas représentée sur ce diagramme, que l'on ne voit pas. Ici, c'est une cartographie en fait qui provient d'un article récent de 2020 où les collègues proposent des données qui montreraient en fait qu'il y a eu un flux très important de cette calotte nord-européenne, mais d'une fraction vraiment située très au nord, en synchronie avec l'événement du Meltotopulse 1A. Donc c'est différent de ce que nous avons vu pour les évidences situées beaucoup plus au sud. Alors là, le diagramme, je l'ai retourné. Le nord est situé ici. Donc la calotte, ici vous avez la Norvège, la Suède, la Finlande est ici, mais c'est pour mieux pouvoir le montrer. Alors ce qu'il faut se représenter, c'est qu'en fait pendant la glaciation, il y avait deux dômes très importants. D'une part, le dôme principal, la calotte phénoscandienne, le dôme sur les îles britanniques, mais il y avait aussi un dôme situé beaucoup plus au nord, sur la mer de Barents, avec une énorme calotte de glace sur la mer de Barents, qui reliait donc le Spitzberg et d'autres zones encore, ici la Nouvelle-Zélande, donc situé beaucoup plus au nord. Ici, on est carrément à des latitudes du nord qui correspondent au nord du Groenland. Donc une calotte qui était pratiquement en contact, il y avait un pont entre les deux calottes, et de façon un peu similaire à ce que je vous ai montré la semaine dernière, avec des évidences sur l'ouverture d'un corridor au niveau de la calotte laurentide qui s'est séparée en deux dômes, avec un dôme qui était resté
sur la cordillère et le dôme principal de la Laurentide qui était centré sur la baie d'Hudson. On a vu qu'il y avait des modélisations explicites qui montrent en fait que l'effondrement du lien entre ces deux calottes de glace serait responsable en partie du Melt Water Pulse 1A. Eh bien, ce que proposent en fait finalement ces auteurs, c'est un peu similaire, c'est qu'il y a eu un événement de séparation de ces deux calottes. Donc, on connaît à peu près le retrait. Donc ici, vous avez une cartographie grâce aux moraines et à d'autres évidences encore ici sous-marines des différentes périodes de retrait de cette calotte de la mer de Barents. Mais donc, ce qui est proposé, c'est qu'il y a eu un événement important de séparation de ces deux calottes et donc un grand flux en fait vers l'océan Atlantique Nord, vers la mer de Norvège, pendant la période du MWP-1A. Alors, à ces latitudes, donc les collègues ont récupéré des carottages. J'ai même eu des Français, puisque je vois qu'il y a des carottes Marion Dufresne. Donc, il y a effectivement une contribution de différents bateaux océanographiques. Donc, ici, on est carrément dans l'océan Arctique. Alors, dans ces zones situées à très haute latitude, il n'y a pas grand-chose dans les sédiments. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais il y a très peu d'éléments figurés qui permettent de faire de la paléoclimatologie, de la paléocéanographie très très fine. Mais il y a beaucoup, notamment d'IRD, de ces fameux petits graviers qui sont liés à l'érosion des calottes de glace de l'époque. C'est très clair qu'on va les retrouver dans le sédiment. Mais il y a un autre indicateur en fait, qui est utilisé, qui est le carbone 14. Alors, le carbone 14, c'est d'abord un outil de datation. Et donc là, je vais être obligé, en fait, parce que c'est ça le cœur en fait, de l'étude qui a été publiée en 2020 et de la preuve de la synchronie de cet événement d'effondrement et de séparation des deux calottes phénoscandiennes et calottes de la mer de Barents. L'argument principal est fondé en fait sur le carbone 14, mais un carbone 14 qui va être utilisé non pas comme outil de datation, mais comme outil de traçage d'un phénomène, d'un processus particulier. Et donc, je vais être obligé, là, puisque c'est une partie qui est relativement non conventionnelle, de vous expliquer un petit peu quels sont les tenants et aboutissants de cet indicateur pour vous faire comprendre, en fait, quel est l'argument qui permet de montrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé, effectivement, il y a 14 600 ans, dans les sédiments relativement pauvres de cette zone. Alors, il faut faire quelques rappels, en particulier le rappel de ce transport océanique à l'échelle globale, de notre fameuse circulation globale méridienne de retournement, encore une fois, voir le colloque en ligne du 22 juin 2022, avec, là on a vu tout à l'heure ce qui se passait autour de l'Antarctique, mais de façon beaucoup plus classique, il y a des zones de plongée actuelles, ici il s'agit de la circulation globale actuelle, avec des plongées dans les mers comme la mer du Labrador et les mers nordiques, notamment donc au nord de l'Islande, avec une représentation imagée, je dirais très simplifiée, avec un énorme tapis roulant océanique. Mais pendant ce transport, en fait, qui est tout à fait particulier à l'Atlantique Nord, eh bien, il y a donc advection, donc transport de masse d'eau des basses latitudes vers les hautes latitudes. Donc ça a un impact sur les flux de chaleur. Il y a 1 pétawatt, 10 puissance 15 watts transportés avec ces masses d'eau, mais ça a aussi une influence sur le transport des masses d'eau, et en particulier du carbone qui est dans ces masses d'eau. Et on peut les dater, c'est-à-dire que le gaz carbonique dissous dans les masses d'eau peut être mesuré, on peut faire la mesure du carbone 14, et on peut même le faire sur les masses d'eau actuelles. On peut prélever le gaz carbonique, à la fois en surface, en profondeur, et faire une mesure d'âge. Et donc, ce qu'on obtient, c'est un âge sur un objet actuel, mais ce qu'on appelle un âge apparent. Et l'âge apparent des masses d'eau de surface n'est pas zéro. On pourrait s'attendre à ce que ce soit zéro, parce qu'il s'agit de masses d'eau actuelles, mais les masses d'eau, en fait, il s'agit d'âge apparent au sens du C14, et le C14 est toujours référencé par rapport à l'atmosphère, et donc une masse d'eau en profondeur, eh bien, elle va être, si elle était en contact avec l'atmosphère à un moment donné avant de plonger, c'est ça qui lui donne sa signature atmosphérique,
eh bien, pendant le transport en profondeur, qui peut aller jusqu'à 2000 ans en allant vers le Pacifique, eh bien, on va avoir décroissance radioactive dans la masse d'eau en profondeur, et donc c'est quelque chose qui peut être mesuré par le carbone 14. Donc on va parler d'un âge apparent. Alors c'est vrai à la fois pour les âges profonds, mais c'est vrai aussi pour les âges en surface. Alors ça, c'est ce qui est ce diagramme, il est unique, on ne peut pas le modifier. Ce que j'ai représenté ici, en fait, ce sont tous les âges mesurés directement sur des eaux de surface qui ont été collectés avant les essais atomiques des années 60, du début des années 60, qui ont complètement contaminé l'eau de surface, et jusqu'en profondeur en fait même. Pas partout, mais encore une fois, toutes les eaux de surface sont contaminées depuis le début des années 60 par le carbone 14 thermonucléaire. Donc on ne peut plus faire ces mesures, on peut le faire sur d'autres objets, des mollusques qui ont été prélevés avant les bombes, mais essentiellement, vous avez une base de données qui est close, mais qui peut être représentée comme ça, de façon simplifiée, en fonction des latitudes. Vous avez l'âge réservoir apparent. Alors on a une autre unité en C14, le grand delta, mais peu importe, on va se contenter des âges. On a des âges en particulier pour la frange entre 40 nord et 40 sud, à la fois dans l'Atlantique et dans l'Indo-Pacifique, qui sont de l'ordre de 400 ans. Il y a donc un décalage. On prend un mollusque et on le date, on va obtenir 400 ans alors qu'il est vivant. C'est lié justement à ces problèmes de mélange océanique, donc un âge apparent. Et par contre, dans l'océan austral, on a des âges qui sont beaucoup plus importants actuellement, qui peuvent aller jusqu'à 1000 ans et qui sont liés à des remontées d'eau profonde qui, elles, sont beaucoup plus âgées. Alors ceci est vrai pour l'Indo-Pacifique aussi. Pour l'Indo-Pacifique Nord, on a des remontées d'eau profonde de façon un peu symétrique, mais par contre, ce n'est pas vrai pour l'Atlantique. Les points verts représentent toutes les données atlantiques qui montrent en fait que pratiquement c'était de l'ordre de 400 ans aussi en Atlantique, et ça signe le fait qu'on a transport des masses d'eau via cette convection globale, cette circulation méridienne globale de retournement avec un flux d'eau vers les zones très nordiques avec des compositions, des âges apparents qui sont très très faibles. Alors c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup étudié en fait au cours de ma carrière, en particulier pour proposer en fait que l'âge carbone 14 constitue un traceur paléocénographique. Alors ici, il s'agit juste d'un essai de modélisation, alors ici explicite avec un modèle très très simple où on peut en tirer une équation analytique qui représente en fait le rapport des teneurs en C14 entre l'océan et l'atmosphère, l'océan de surface et l'atmosphère. Donc il y a plusieurs ingrédients, c'est une équation assez compliquée avec une tangente hyperbolique et autres, mais bon qui permet, l'avantage c'est qu'avec l'équation différentielle de départ, on peut dériver une équation explicite avec tous les ingrédients. Maintenant, on fait beaucoup mieux en tenant compte de la géographie et on peut faire ça en 3 dimensions. Mais l'avantage, c'est qu'ici, on a tous les ingrédients. On voit en fait qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui vont faire varier, qui potentiellement peuvent faire varier ce rapport et donc cet âge réservoir pour les eaux de surface qui plongent en Atlantique Nord et qui vont être renouvelées dans d'autres zones. Mais il y a des termes qui vont être liés au climat. En particulier, on va avoir une variation qui est liée à la pression partielle atmosphérique en CO2, à la température, à la circulation méridienne globale, meridional overturning circulation en anglais, la vitesse du vent qui va mécaniquement agir aussi sur les échanges de gaz, parce qu'encore une fois, le fait qu'on ait un décalage entre l'atmosphère et l'océan est lié à la dynamique océanique, mais aussi au problème de rapidité des échanges de gaz entre l'air et l'océan de surface. L'interface air-mer. On va avoir aussi quelque chose qui va intervenir, et c'est justement ça qui va interagir pendant la glaciation, qui est le fait que pendant les périodes très très froides, on va avoir présence de glace de mer, de banquise, qui va limiter les échanges entre air-mer et qui vont donc augmenter ce contraste d'âge et donc cet âge apparent de la surface de l'océan. Alors c'est quelque chose qui est... donc ici, on voit que tous les termes sont bien identifiés. On peut essayer de voir quelles sont leurs variations. Ici, c'est des diagrammes qui juste représentent cette variation de l'âge du réservoir marin de surface
avec la teneur atmosphérique en CO2, avec la vitesse du vent et avec la couverture de banquise. Donc on voit qu'on peut faire augmenter, en particulier lorsque la paix de CO2 atmosphérique était beaucoup plus basse pendant le dernier maximum glaciaire, LGM en anglais, on avait donc un âge de surface qui était beaucoup plus important à l'époque. Et ici, c'est un essai de calcul avec ces mêmes modèles pour voir quelle était l'influence, en fait, notamment de la banquise qui fait augmenter l'âge réservoir de, ici, 350 ans dans les hypothèses du calcul. À l'heure actuelle, on peut utiliser des modèles beaucoup plus complexes, mais, encore une fois, l'avantage d'une équation analytique, c'est de pouvoir vraiment faire des études de sensibilité très rapides et de bien avoir en tête quels sont les termes importants dans ces variations. À l'heure actuelle, on peut utiliser des modèles tridimensionnels. Ici, vous avez issu d'un modèle de collègues de l'Université de Brême avec qui on travaille justement encore sur cette problématique avec un projet commun entre mon laboratoire et le leur. Donc c'est un projet ANR, où là, on utilise un modèle tridimensionnel pour simuler les variations de l'âge réservoir marin. Ici, vous avez une cartographie de cette ARM actuelle, avec des âges carbone 14 apparents. On voit le gradient entre la zone sud et la zone équatoriale en particulier, des âges ici qui sont de l'ordre de 1000 ans. Et pour la partie ici, il s'agit d'un calcul qui montre une simulation pour le dernier maximum glaciaire. Donc on voit très nettement une augmentation de l'âge apparent dans la zone australe, mais aussi dans la zone située beaucoup plus au nord, qui nous intéresse, qui était directement en contact avec la calotte phénoscandienne et au-delà la calotte située sur la mer de Barents. Donc on a vraiment une simulation qui montre une augmentation potentielle qui est essentiellement liée à la couverture de banquise à l'époque, qui limitait les échanges de gaz, mais pas que. Il y avait aussi de la dynamique océanique qui était différente et qui a introduit donc une différence dans cet outil du traceur d'âge réservoir de surface du C14. Donc voilà, donc ça c'est une des modélisations donc beaucoup plus fines et beaucoup plus détaillées, avec une couverture géographique. Maintenant, le problème, c'est qu'avec cet outil du carbone 14, eh bien, il va falloir trouver, le carbone 14 étant d'abord utilisé comme chronomètre, si on veut l'utiliser comme traceur, il va falloir utiliser un autre outil pour faire de la chronométrie. On ne peut pas à la fois utiliser le carbone 14 pour dater les sédiments, et si le carbone 14 est variable en fonction de la banquise ou autre, ça va forcément biaiser les informations chronologiques, en particulier dans les zones où il y a de la glace de mer et des changements de la dynamique océanique en liaison avec les calottes de glace. Donc on ne peut plus utiliser le carbone 14 pour faire la chronologie. Alors on est obligé d'utiliser d'autres techniques de géochronologie pour faire cette relation chronologique et pour pouvoir ensuite utiliser le carbone 14 uniquement comme outil de paléocéanographie, de marqueur climatique, on va dire, ou climatique ou océanographique. Une des techniques qui est très utilisée, c'est de regarder. Alors c'est quelque chose que j'avais proposé moi dès 88, justement, c'est une technique qui a été proposée en 88. On a démontré en fait son potentiel véritablement en 94, et ensuite il y a eu beaucoup de très nombreuses études publiées d'une part par nous, mais par d'autres collègues, par bien d'autres groupes, qui ont réutilisé cette technique. L'idée, c'est d'utiliser des éruptions volcaniques pour synchroniser les archives à la fois continentales et océaniques, parce que ce qui nous intéresse, en fait, c'est la différence entre l'âge C14 de l'atmosphère et l'âge C14 au même moment dans l'océan de surface. Donc il faut trouver soit de la matière organique collée avec de la matière organique continentale directement en liaison avec des archives océaniques, ce qui est peu fréquent, mais une autre façon de le faire, en particulier en plein océan, c'est de regarder des datations d'objets qui sont mélangés avec la même éruption volcanique qui est quasiment instantanée. Dont le dépôt des cendres volcaniques en particulier est quasiment instantané entre le continent et l'océan. Alors c'est ce que nous avions proposé, c'est ce que j'avais proposé moi en 88. On a réalisé en 94 avec ici, c'est juste tiré
à la fois de notre étude de 94, donc très ancienne, mais c'est la première avec cette technique, où on avait, bon, ici il s'agit d'une représentation, enfin une photo là, de l'éruption du Pinatubo, mais c'est juste illustratif. Donc il faut imaginer une projection de cendres volcaniques que l'on va pouvoir retrouver dans les sédiments. Ici vous avez deux photographies, une au MEB et une en lumière transmise, qui montrent en fait des cendres volcaniques retrouvées dans des sédiments, ici en Norvège, pour les deux, en fait, finalement, pour la même éruption volcanique qui a eu lieu en Islande. Parce que un des avantages de cette téphrochronologie pour l'Atlantique Nord, c'est qu'il y a beaucoup de téphras, beaucoup de cendres volcaniques, beaucoup d'éruptions qu'on va pouvoir retrouver dans les sédiments à la fois continentaux et océaniques, qui sont liées à des éruptions volcaniques de l'Islande. Alors encore une fois, ces éruptions sont très localisées et n'ont pas d'influence climatique, mais par contre, ça nous permet de synchroniser les deux enregistrements, puisque le carbone 14 va être utilisé pour autre chose. Donc ici, c'est juste un exemple de principe, c'est ce que nous avions utilisé en 1994, un exemple, une carotte avec des cendres volcaniques qu'on a pu compter. Ici, le diagramme montre pour un détail de la carotte le nombre de petites cendres volcaniques en nombre par gramme, en fonction de la profondeur. Alors, il y a eu, c'est pas uniquement un pic, c'est une exponentielle parce qu'il y a un mélange qui est lié à la bioturbation. Donc, on est obligé de tenir compte de ces phénomènes qui complexifient un petit peu tout le calcul. Donc, il faut inverser ces phénomènes, mais globalement, on va, grâce à la chronologie des objets marins mélangés dans les sédiments marins à ces petites cendres volcaniques, on peut obtenir un âge marin de surface sur des objets de surface, en particulier des foraminifères planctoniques qui ont vécu pendant l'éruption, qui se sont déposés avec les cendres volcaniques. Et l'âge moyen sur plusieurs carottes, c'était de l'ordre de 11 300 ans au sens du C14. Enfin, c'est directement ici des âges carbone 14 bruts. Et par contre, l'âge de cette éruption volcanique, donc qui a eu lieu il y a 12 000 ans avant le présent, mais en âge carbone 14 non calibré, c'est 10 000 ans avant le présent. L'âge atmosphérique en carbone 14, c'est 10 300. Donc il y a un biais de pratiquement 1000 ans entre l'âge atmosphérique et l'âge carbone 14 marin de surface, qui est lié à une augmentation de ce fameux âge réservoir de la couche de surface marine, très probablement en liaison avec la présence de banquise pendant cette période. Donc c'est un peu le principe de base. L'avantage dans l'Atlantique Nord, au-delà de l'Islande, c'est qu'on a beaucoup de ces couches de cendres volcaniques. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc on peut faire des mesures de cet âge réservoir au cours du temps. Alors on peut obtenir d'autres informations chronométriques avec d'autres enregistrements, mais je ne vais pas rentrer non plus dans tous les détails, pour ensuite pouvoir reconstituer dans le temps l'évolution de l'âge marin, de l'âge réservoir de surface de l'océan dans la zone d'étude. Et c'est ce qui a été fait justement par ces auteurs scandinaves qui ont regardé les sédiments de la mer de Norvège. Donc, voilà un peu le diagramme final en fait, de leur étude. Donc, je vous ai dit qu'ils proposent, eux, qu'il y a eu une séparation un petit peu similaire à ce que nous avions vu la semaine dernière entre les deux dômes de la calotte laurentide. Et bien là, c'était une séparation entre la calotte phénoscandienne et la calotte de la mer de Barents, de façon très importante à 14 600 ans avant le présent. Et leur principal indicateur est ce fameux âge réservoir marin qui est exprimé ici. C'est la petite courbe que vous voyez ici en grisé, avec une évolution. Ici, on est avec des âges qui sont de l'ordre de plus de 1500 ans pour voir un effondrement vers 14 600 ans avant le présent pour revenir à des âges beaucoup plus limités, de l'ordre de 500 ans, comme on les a à l'heure actuelle, comme je vous ai montré avec ces fameuses mesures qui ont été établies avant les bombes thermonucléaires atmosphériques des années 60. Donc on a un événement important, et c'est un des arguments principaux de leur étude. Alors il y a d'autres indicateurs, un effondrement aussi du flux d'IRD, de ces fameux flux détritiques constants pendant la glaciation. Et alors
pratiquement, il signale une petite anomalie du delta O18. On s'attendrait à beaucoup plus. Là, c'est encore assez incertain. Donc, quand on regarde finalement vers 14 600 ans, je dirais que la chose la plus convaincante, c'est effectivement ce changement de l'âge réservoir. Mais bon, je pense qu'il y a besoin encore d'autres études avant d'être complètement convaincu par ce mécanisme qui est similaire. Encore une fois, c'était compréhensible en fait que l'on aille rechercher les mêmes types de phénomènes. On a vu que ça marchait pour la calotte laurentide. On s'attend à avoir un effondrement rapide de ces connexions entre calottes de glace. Eh bien, la même chose a été proposée pour les calottes situées beaucoup plus au nord, mais bon, c'est la première étude qui le matérialise. Je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire avant d'être complètement convaincu, mais c'est déjà une première piste qui, elle, par contre, à la différence de ce que je vous ai montré pour le golfe de Gascogne et pour la mer Noire, pour la fonte généralisée située beaucoup plus au sud, est en correspondance avec notre événement du Meltotopple-Sahara. Donc voilà un petit peu les termes du débat. Donc là, j'ai à peu près fait mon panorama, je dirais, des différentes régions, les panoramas régionaux des différentes calottes de glace pendant cette période du Meltotopple-Sahara. Donc je dirais qu'on peut faire un résumé des conclusions des 3 premiers cours, un petit peu de la façon suivante, à la fois sur le dernier maximum glaciaire. Donc je vous ai montré en fait que les datations des coraux fossiles et des autres archives en fait, permettent vraiment de reconstituer le dernier maximum glaciaire et de montrer qu'il était entre 120 et 130 mètres. On n'en est pas sûr encore de la cote exacte, parce que une des complications, c'est que le niveau du dernier maximum glaciaire, il varie régionalement à cause du réajustement isostatique. On a vu que ça pouvait varier de l'ordre de plus ou moins 15 mètres dans les zones très éloignées des calottes de glace, donc en plein océan. On a vu Tahiti, on a vu la Barbade et d'autres sites encore. Donc on a vu qu'il y a une incertitude qui est liée au fait qu'on est obligé de faire des corrections isostatiques. On a vu aussi que ce dernier maximum glaciaire, même s'il est daté vers 21 000 ans avant le présent, en fait il a débuté vers 30 000 ans. Alors il y a peut-être des complications, comme je vous ai montré, qui sont liés aux nouveaux enregistrements de la Grande Barrière de Corail. Et pour se terminer, ensuite, ce dernier maximum glaciaire, vers 19 000 ans, on a vu qu'il y a ensuite fonte généralisée, donc évolution du niveau de la mer, et une accélération indéniable vers 14 500, 14 600 avant le présent, que l'on a appelé Meltotoples 1A, avec pratiquement 15 mètres en équivalent du niveau de la mer globale, en quelques siècles, mais avec des incertitudes à la fois chronologiques, 14 500 ou un peu moins, 14 000, 15 mètres ou 20 mètres, et des incertitudes sur l'attribution des calottes de glace qui ont fondu pendant cette période. On a vu différentes méthodes. Je vous ai exposé les différentes méthodes et les différentes techniques, et je vous ai montré les différentes informations en vous donnant quelquefois quelques détails sur à la fois les mesures et les indicateurs, des méthodes très élégantes de modélisation de la gravitation des différentes, de l'attraction gravitationnelle des différentes calottes, mais avec des limitations aussi, et des considérations sur des sources localisées, régionales. Mais au final, donc on est à peu près sûr que les 3 calottes ont contribué, laurentide, scandinave et antarctique. Pour l'instant, je dirais qu'il y a encore un débat sur quelle était la principale contribution. Et il y a finalement une assez grande imprécision des résultats, je pense qu'il faut être honnête, je vous l'expose. Donc ça nécessite d'autres travaux, mais de façon indéniable, ça a aussi son importance dans le cadre de ce que nous regardons pour le futur. Voilà, donc je voudrais vous remercier de votre attention pour aujourd'hui.